Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Pierre-Marie Chapon, Les vieux méritent mieux 2022. Pierre Mathil, La dictature des systèmes experts, du prédire au dire, la fin du futur indéterminé, le nouveau messianisme, 2022. Nicole Peruissetfache, Transmettre, de génération en génération, 2022. Kamel Meziti, Marianne et ses musulmans. La fracture 2022. Luong Can Liem, Identité idéologique et éthique 2022. CE accent aigu MAFI international, Versailles 1919 et géopolitique 2022. Thierry Legrand-Browailly, Réformer les retraites, une crispation française 2022. Isabelle Gartsino-Dire, Contribution de Jean-Bernard Paturet, Le sujet dans un monde utile 2022. Louise Fine, Mécanique du désespoir 2022. Élisée Sarin, L'organisation en procès 2022. Philippe Duez, Habiter un monde plus humain. L'éthique d'un contrat géographique fondé sur le vivable, 2022. Quentin Meux, La République des valeurs 2022. Yahya El Yayaoui, Les communs numériques, propriété, économie de partage et gouvernance polycentrique, 2022. Jacques Langlois, Pour un changement anticapitaliste de société, 2022. Sébastien Roffa, Faire du rêve une réalité, L'histoire de Disneyland Paris, nouvelle édition 2022. Frédéric Debaumy, Le monde de Macron, La gauche défaillante et moi perplexe, 2022. Jacques Arnoux, La guerre de l'espace aura-t-elle lieu, 2022. Chrysostome Cijika Kayombo, Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de philosophie de l'éducation, 2022. Olivier Caremelle, Argent, transfert, droit TV, Le foot à l'agonie 2022. Daniel Favary, Le référendum d'initiative citoyenne. Mode d'emploi. Pour une démocratie participative, 2022. Agent. Chacun sait quelle folie s'est aujourd'hui emparée du monde, chacun sait qu'il participe lui-même à cette folie comme victime active ou passive, chacun sait donc à quel formidable danger il se trouve exposé, mais personne n'est capable de localiser la menace, personne ne sait d'où elle s'apprête à fondre sur lui, personne n'est capable de la regarder vraiment en face, ni de s'en préserver efficacement. Théorie de la folie des masses, Hermann Brohr. Introduction. La crise de la modernité a désormais pris une forme étrange. Le futur est devenu un paradis perdu. Le 15 septembre 2008, l'effondrement de la banque Lehman Brothers actualisait une crise dont les origines étaient contenues dans l'illusion d'un fonctionnement efficace du marché autorégulé. Lorsque la cotation des marchés s'est mortellement retournée contre les banques, les institutions économiques et politiques qui géraient la première crise financière de la mondialisation prirent les décisions vitales qui permirent de sauver le soldat Adam Smith. La sphère financière étant sans réel cockpit, les décisions prises furent rigoureuses et pertinentes compte tenu des risques de très grande dépression que faisait peser ce choc sur l'économie mondiale. Mais comme l'écrivait alors Jean-Claude Trichet, le système financier tout entier, dans sa multidimensionnalité, s'était avéré défaillant. Lors du G20 qui suivit, les premières mesures prises, les gouvernements de chaque grande économie de la planète en revinrent à des politiques nationales afin de gérer les conséquences de la crise. La mise en œuvre de politiques publiques de rigueur ou de relance, dans des zones économiques distinctes, portait en elle-même des contradictions insolubles. Cependant, le risque systémique apparemment écarté, la stratégie du too big to fail prévalut pour les banques, à l'exception de Lehman Brothers qui devait symboliser la sanction de l'aléa moral dans un marché autorégulé. Les politiques de relance des gouvernements Bush et Obama conduisirent à une stratégie fondée sur le quantitative easing, soit l'assouplissement monétaire.
La planche à billets fonctionnait à plein régime, afin de relancer l'économie mondiale à travers celle des États-Unis. Au point d'ailleurs que Jean Peyrol pouvait en décrire les effets. Nous sommes aujourd'hui en terre inconnue quant aux conséquences de la création monétaire massive réalisée par les banques centrales pour lutter contre la crise de 2007. Les prochaines crises sont en germe, conséquence inattendue et non souhaitée d'une injection de liquidités sans inflation, qui est sans précédent dans l'histoire économique. Économistes et financiers qui produisaient un consensus sur les mesures à prendre pour éviter que de telles crises ne se reproduisent à l'avenir, se concentrèrent sur la nécessité de mieux maîtriser le cycle du levier, c'est-à-dire le cycle par lequel le système monétaire finançait l'économie réelle, tout en favorisant un retour de la liquidité. L'objectif devenait celui d'une régulation, d'abord au niveau du cœur de l'économie monde puis à l'échelle mondiale, qui décourage l'augmentation du ratio de levier en période d'euphorie. Il fallait donc travailler à des dispositions contracycliques pour faire un retour d'expérience et encadrer la nature spécifique du crédit titrisé, tout en étant sensible à sa structure comme à sa nature. De plus, il faudrait s'intéresser au shadow banking, c'est-à-dire à la part des activités financières non réglementées des banques et des hedge funds à l'origine de la mécanique infernale et dont les fonds, à fort effet levier, restaient pourtant difficiles voire impossibles à réguler. Enfin, à l'échelle internationale, une négociation devrait s'engager pour faire converger les normes comptables américaines et européennes à l'origine d'une dimension fondamentale de la crise. La différence d'évaluation des actifs des banques sur les critères du marché sur lesquels reposait la valorisation excessive de ces derniers. IASB, International Accounting Standard Board, et FASB, Financial Accounting Standard Board, les deux institutions concernées, devraient mieux coordonner les critères d'évaluation des actifs afin de diminuer la volatilité induite par leurs normes comptables. En théorie, la réglementation prudentielle des banques et des assureurs, un contrôle du cycle du levier, une négociation internationale sur les critères comptables comme un encadrement du shadow banking devaient permettre de fonder une architecture financière fiable, sans toutefois réguler les produits dérivés tout en veillant principalement au ratio d'endettement des banques. Cette architecture permettant ainsi de lisser le système et de relancer la titrisation en veillant sur sa structure. La mise en œuvre de Bâle III et d'un ratio de solvabilité bancaire compléterait le dispositif. Solvency II rendrait possible un mode de calcul du risque en simulant gains et pertes sur un horizon donné. Les chocs financiers sans précédent depuis 1945 étant absorbés par plus de transparence, d'arbitrage réglementaire ainsi qu'une meilleure prise en compte du risque systémique. L'ensemble de ces réformes pouvant ainsi éviter que le rendement d'un investissement dans la sphère financière excède celui de l'économie réelle. Et donc évite le retour d'une crise catastrophique. Car l'apocalypse avait un instant été présent, lorsque les chefs d'État et de gouvernement, les directeurs de banques centrales comme les responsables des grandes institutions, FMI, BRI, Banque mondiale, virent que le monde de l'après-totalitarisme pouvait toucher à sa fin, dans un réalisme hypnotique, le jour où la crise des subprimes se convertirait en crise de confiance, puis de liquidité pour terminer dans le scénario mortifère de la crise de solvabilité. Le soutien aux banques ayant un caractère systémique et dont le risque de faillite aurait pu emporter l'économie mondiale compte tenu de l'interdépendance du maillage financier, la garantie des États de protéger l'épargne de ménages occidentaux et le rétablissement de la confiance interbancaire furent autant de décisions utiles. Mais la succession des crises, frumentaires, énergétiques comme celle des dettes souveraines, inclinait à penser que l'hypothèse de la causalité à partir de laquelle chaque acteur économique et financier avait raisonné était peut-être erronée. La crise des subprimes pouvait-elle s'analyser selon un mécanisme de causalité qui faisait d'elle le catalyseur d'une crise de confiance qu'il fallait endiguer, au risque de voir se produire l'enchaînement fatal d'une crise de liquidité générant une crise de solvabilité ? Ne fallait-il pas redouter que la situation ne soit exactement inverse ? En effet, près de 10 ans après le début de la crise des subprimes, la crise financière qui avait provoqué une crise économique, dégénérait en crise sociale avant de se métastaser en crise politique et institutionnelle. Le spectre du populisme menaçait non plus les économies, mais les sociétés. En économie, l'obsolescence de la théorie des cycles, l'incapacité à expliquer une situation dans laquelle la poursuite du quantitative easing se faisait sans inflation,
la baisse des taux sans relance de l'investissement firent surgir le réel alors qu'au même moment, l'anathème des anticapitalistes s'épuisait malgré la persistance de la crise. L'échafaudage idéologique des deux côtés de la métaphysique du capital devenait visible. Le marxisme ratiocinait dans le cul de basse-fosse dans lequel l'effondrement du totalitarisme soviétique l'avait laissé croupir, et le keynésianisme voyait un nouvel horizon s'épanouir lorsqu'on découvrit que le théorème de Rogoff était faux, et que l'on pouvait très bien vivre avec un État dont le taux d'endettement était supérieur à 100%. Quant au accent aigu conservateur américain, il découvrait le visage de l'inégalité en dissertant sur l'œuvre de Piketty consacrée au capital au XXIe siècle. Or le temps est peut-être venu de proposer une autre analyse de l'évolution historique et politique des démocraties occidentales à travers la crise des subprimes à partir de l'interrogation d'Einstein. Peut-on résoudre un problème avec ceux qui l'ont créé ? On attribue à Henry Ford une déclaration qui prend aujourd'hui un sens presque prophétique. C'est une chance que les gens ne comprennent rien à notre système bancaire parce que si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution demain matin. En France, le ministre des Finances du Front populaire, Vincent Auriol, lançait « Les banques, je les ferme, les banquiers, je les enferme ». Dans les circonstances présentes, de telles généralisations sont abusives tout comme l'est la recherche de boucs émissaires qui les précèdent et les préparent. Nous sauverons les banques, mais pas les banquiers, disait Volcker, l'ancien directeur de la Fed et prédécesseur de Greenspan. Il est vrai qu'à longueur d'éditoriaux on dénonce des abstractions. Veau d'or, démesure de la puissance, hubris, perte du sens commun, fétichisation de l'argent afin d'éviter de poser les questions qui gênent. Qui a failli ? Comment de telles erreurs ont pu être commises ? Pourquoi les régulateurs ne sont pas intervenus ? Quelle est la nature et quels sont les degrés de responsabilité des acteurs ? Autant dire que la chaîne des responsabilités est dissoute dans la novlangue. On comprend pourquoi. Du hérémiste au PDG apôtre du Golden Parachute, de la star d'Hollywood au chiffonnier du Caire, chacun à divers degrés de responsabilité partage le fantasme de l'argent roi. À l'heure de la panique, les positions oscillent donc entre diabolisation des acteurs financiers qu'il faudrait punir et optimisme hors de saison censé protéger les citoyens des tragédies autoréalisatrices. L'autisme des élites issues de la finance de marché, hypnotisées par le concept de marché autorégulé et le renversement d'arguments des manipulateurs de symboles, tout ce qu'à quoi j'ai cru pendant 50 ans était faux, déclare Greenspan, renforce le sentiment de trahison des citoyens. D'autant que les élites économiques, devenues schizophrènes, fonctionnent désormais à la manière d'experts qui se mesurent du regard comme des hamsters fous se jaugeant à travers leur cage. C'est donc dans le cadre d'une délégitimation de la parole publique qu'est réactivé l'inconscient révolutionnaire français. La question est moins, le capitalisme vit-il un effondrement comparable au communisme ? Que les classes moyennes occidentales accepteront-elles une diminution de leur niveau de vie, les obligeant à ronger leur patrimoine transmissible en partie détruit par l'inflation ? Au moment où les enfants des classes moyennes accèdent à l'université, la moitié des postes de catégories intermédiaires dans le public ont disparu sans être compensés par la création de postes dans le privé. Le niveau de vie des enfants de la génération 68 sera plus faible que celui de leurs parents. Le risque est désormais celui d'une série de spasmes et d'explosions de violence sans slogan ni logique politique identifiable formulée en termes de choix démocratiques et soutenue par procuration par les classes moyennes. Or rien n'est plus urgent que de neutraliser le ni de droite ni de gauche, simplement en colère. Pour autant, la crise des subprimes doit être analysée de façon rationnelle de manière à permettre un aggiornamento radical des théories et des arguments qui structurent l'espace public. C'est en effet de la lisibilité de l'action politique que dépend la limitation des effets de panique sur la psychologie collective. Mais c'est aussi la condition sine qua non pour que la question de la nature de la sortie de crise soit anticipée de façon réaliste, dans un pays où le plus raisonnable des citoyens est révolutionnaire 1 heure par jour. En effet, la question de l'éventualité d'une crise systémique semble désormais être le modèle retenu par les analystes les plus pertinents qui tentent d'intégrer les différents éléments de la métamorphose du système. Krach boursier de 2006, dépréciation d'actifs, subprime, affaire de la BNP, effondrement ou nationalisation des banques des '. Affaire, crise de liquidité,
crise de confiance, crise interbancaire, effet de la pandémie de la Covid-19, guerre en Ukraine, dans un schéma de très grande dépression par référence à la Grande Dépression américaine comme une grande résignation. Ainsi, le débat économique qui s'est longtemps structuré autour des moyens d'une régulation de la mondialisation à partir d'une question simple a changé de nature. La régulation doit-elle se faire à partir d'organismes indépendants ou sous l'autorité de l'État ? Désormais la question se pose de savoir si la régulation se fera par le chaos, c'est-à-dire la guerre, l'inflation ou par une politique coordonnée et pilotée par les banques centrales et les États. Or la pertinence du modèle, crise de régulation ou effondrement du système, est surdéterminée par les modèles libéraux et altermondialistes, ces derniers étant les héritiers du marxisme, qui en permettent l'interprétation. En effet, tant que le contexte dynamique perdure, il ne peut pas arriver de grandes catastrophes. En effet, l'état du monde économique, des États aux plus petits particuliers, est d'être en faillite potentielle dans l'hypothèse de l'exigibilité des comptes. Si tous les détenteurs d'actifs se retrouvent en posture forcée de réaliser, si tous les endettés se retrouvent dans l'obligation de rembourser, c'est-à-dire si le compte est exigé, le système saute. C'est pourquoi l'Amérique ne fera jamais ses comptes. Il faut par conséquent décrire l'origine des choix économiques qui conduisent aujourd'hui à la crise, en analyser la nature et s'interroger sur les sacrifices idéologiques à faire pour refonder une confiance détruite par une autonomisation de l'ingénierie financière. Les origines systémiques de la crise des subprimes. C'est alors dans un second temps qu'il faudra proposer une analyse qui tente de produire une généalogie de la modernité, qui soit aussi un itinéraire de la raison occidentale qui clarifie les causes de la crise à défaut d'en expliquer les ressorts et les conséquences. 2. Les sources de la modernité occidentale. Il faudra alors définir les principales bifurcations qui ont produit cette crise en remontant dans le temps, étape par étape, les lignes buissonnantes qui ont conduit à cette impasse. La quête de la généalogie d'une modernité bestiale n'est que la description analytique d'un moment de la modernité occidentale et non la description de son stade terminal. C'est ce moment de la modernité qui voit le monde anglo-saxon saisi par l'hubris propre à la pensée grecque. Ce sentiment de démesure de la puissance, qui peut donc aussi être qualifié de bestial. Première partie, les origines systémiques de la crise des subprimes. Chapitre 1, la crise systémique et l'imaginaire, révolutionnaire français. La question de la réalité de la crise systémique se fait chaque jour plus présente sans qu'il soit possible de dire si c'est la gravité de la crise qui provoque les déclarations en rafale des institutionnels, Greenspan, Bernanke, Strauss-Kahn, Lagarde, Yellen, Powell, ou si c'est la convergence des points de vue qui accélère la prise de conscience et l'intensification du phénomène. La ligne de partage entre la prophétie auto-réalisée de l'effondrement du système, annoncée par les anticapitalistes, et la conjuration venue du cœur même du système économique et financier pour en sauver le mode d'autorégulation, est difficile à tracer. Se pose ainsi le problème d'un enchaînement auto-engendré de la récession par un choix rationnel des acteurs pour purger le système, en espérant perdre moins que les autres, afin d'obtenir une position favorable relative en fin de cycle, les acteurs financiers qui anticipent un krach et les États qui tentent de récupérer des fonds pour survivre aux fins de mois sont le recto et verso d'une même feuille. L'avènement de la pandémie de Covid-19, en ayant révélé et accéléré le processus. La difficulté reste d'identifier le point de couplage ou de découplage entre bulles financières et économie réelle, tout en analysant le degré de violence de son possible impact. Quelle est la phase de la crise dans laquelle nous nous situons ? Sommes-nous dans le cas d'un atterrissage contrôlé avec une régulation par la Fed et la BCE des liquidités permettant une coordination des banques centrales ? Ou dans celui d'un atterrissage catastrophique s'il s'avère qu'il s'agit d'un problème de solvabilité sans mécanisme de prix plancher permettant le rebond ? Les arguments en faveur de la première hypothèse sont connus. Le système s'autorégule par la catastrophe, les écosystèmes financiers et la sphère de l'économie réelle sont découplés, l'économie du cœur US est forte et diversifiée et peut supporter une crise. Il y aura une récession et une destruction de richesses par l'inflation avant une redistribution de la valeur et un rebond. Dans le cas d'une crise systémique qui atteindrait le centre nerveux de l'économie US, on peut tenter de tracer les grandes lignes des origines de la crise à venir,
l'effondrement du mur de Berlin en 1989 puis celui de l'URSS en 1991 ont mis fin au système totalitaire communiste et ouvert la voie à une mondialisation qui s'est très rapidement déployée sur le mode de la financiarisation de l'économie, discours d'Aspen de G. Bush. Dès lors, près de 2 milliards d'individus sont entrés sous la forme d'une main-d'œuvre peu qualifiée sur le marché du travail mondial. Pour la première fois depuis la révolution industrielle, on a assisté à un renversement du taux de croissance entre pays développés et pays en phase de décollage conduisant à un fort taux d'épargne sans consommation puisque dans les pays émergents, le marché solvable n'existait pas encore. Cette épargne s'est investie, en particulier aux USA, où elle a entraîné une forte croissance intérieure et une bulle NTIC ou Internet. À la suite des attentats du 11 septembre, le gouvernement US et la Fed ont choisi de substituer une bulle immobilière à la bulle Internet pour éviter la récession. C'est dans ces conditions que sont nés les subprimes, les crédits hypothécaires octroyés à des personnes sans patrimoine, sans travail et sans revenus à hauteur de 120% de la valeur du bien et à taux variable. Si le prix s'élève plus vite que le taux d'intérêt, la solvabilité de l'emprunteur s'améliore. Si c'est l'inverse, l'emprunteur devient insolvable. Les banques n'ont plus alors qu'à se défaire de ces créances sur des investisseurs qui veulent diversifier leur portefeuille. Les taux d'intérêt à 1% ont contribué à maintenir la croissance et la demande intérieure, non sans augmenter la dette à laquelle est venu s'ajouter le prix de la guerre dans l'affaire irakienne, 3 trillions de dollars. Ils ont entraîné un fort impact sur le prix des actifs. Pour se valoriser, les actifs se transforment en monnaie. Alors que dans un premier temps un actif valorisé permet un nouveau crédit qui crée une boucle entre crédit et anticipation rationnelle d'un gain à venir sur le marché, par simple effet d'autovalorisation, dans un second temps la crise entraîne une pénurie de liquidités. Si le crédit croît plus vite que la création de richesse, alors c'est la valorisation artificielle du patrimoine qui tire la croissance. Les banquiers ne perçoivent plus le risque puisque les indicateurs du marché sont faussés. La dette des acquéreurs d'actifs paraît faible puisqu'elle est garantie par d'autres actifs qui, eux, croissent plus vite que la dette elle-même. L'imbrication des sphères productives, bancaires et financières, s'organise sans que les acteurs ne comprennent pleinement les logiques contradictoires et l'implication des interactions économiques et financières qui produisent dans un premier temps une efficacité réelle en termes de croissance. Ce que montre la situation, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité du système. Les intérêts se contentent de s'ajuster au niveau de la régulation politique et juridique. Or dans cette situation les déficits jumeaux, dette publique et balance des paiements, ne pouvaient tenir que tant que la confiance régnait dans les mécanismes de régulation et d'évaluation des actifs, AAA. La mise en place de produits dérivés, CDO et CDS, a fini par peser sur le ratio dette moyen réel de paiement au point qu'il est probable que si le système n'avait dévissé avec les subprimes, il l'aurait fait à partir d'un autre segment du marché. Les banques qui ont fait le choix d'inventer des produits financiers pour mutualiser leurs risques, en rachetant moins cher des crédits hypothécaires revendus avant d'être réévalués, en étant mélangés à des produits bien notés, ont détruit le mécanisme interbancaire de confiance à la base du système. Elles ont créé des bombes à retardement, en faisant des profits qu'elles n'auraient pas imaginés dans le cadre juridique d'un capitalisme entrepreneurial. La raison en est simple. Alors que les crédits créent de la monnaie avant d'en détruire par le remboursement, les titres se contentent de circuler. Le mécanisme mérite d'être décrit plus précisément. Aux USA, l'une des conséquences de la crise de 1929 avait été la dissociation des banques d'affaires et des banques de dépôt, afin de concentrer la régulation sur ces dernières, principal vecteur de la crise. Ainsi, en 1933, le Glass-Steagall Act avait été promulgué par Roosevelt afin de résoudre le problème de la contagion entre les activités bancaires à risque et la gestion par les banques des dépôts de leurs clients. Le Glass-Steagall Act renvoyait aux clauses du Banking Act qui, lui, limitait les activités de marché des banques de dépôt. Mais en 1999, le principe même de la loi fut amendé par une nouvelle législation avec le Gramm-Leach-Bliley Act. Lorsque la voie de l'ingénierie financière, c'est-à-dire la possibilité de faire de l'argent une industrie, s'est ouverte, le mécanisme a consisté à transformer des actifs non cessibles en actifs cessibles ou ABS, Access Based Securities, soit des titres sur base d'actifs. Le principe de prudence qui réglait le fonctionnement des banques,
fut abolie au nom de l'autorégulation du marché. Alors que depuis le XIXe siècle les banques avaient interdiction de valoriser à l'actif de leur bilan un profit non réalisé, tout en ayant l'obligation d'inscrire au passif leurs pertes anticipées, elles pouvaient désormais valoriser leurs actifs sur la base de l'efficience théorique du marché. La juste valeur des actifs des banques devenait donc la valeur du prix du marché. Or, le cas le plus avantageux est celui qui optimise le prix de vente de l'actif et minimise le prix de transfert d'un passif. La question devint alors, qui décide de ce prix ? La réponse du consensus des économistes et du marché fut donc le marché autorégulé. D'où cette seconde interrogation. Pourquoi et en vertu de quel principe théorique faire confiance au marché dans cette évaluation ? Le recours à ce modèle économique, celui du marché autorégulé, était alors légitimé par la théorie de Friedman selon laquelle le système ferait disparaître par la ruine les acteurs qui auraient fait un pari erroné sur la valorisation à venir des actifs par rapport à leur valeur réelle. La morale du marché autorégulé existe. C'est la ruine de ceux qui ont pris un risque qui ne s'est pas révélé pertinent. Le financement du système étant réalisé par les banques, la dérégulation, produit de la révolution néolibérale, s'accompagna d'une dérégulation du système bancaire. Dans les années 80, le relâchement de la frontière entre dette et fonds propres était fondé sur la diffusion du théorème de Modigliani-Miller, selon lequel le financement d'une entreprise cotée pouvait se faire indifféremment sous forme d'endettement ou d'accroissement de capital. Après l'effondrement du communisme, le principe darwinien de sélection naturelle du meilleur des régimes politiques et économiques suffisait à énoncer un nouveau principe de réalité. Il n'y a pas d'alternative au marché autorégulé puisque seul ce système a été sélectionné par le mouvement naturel de l'histoire. C'est l'acte de naissance de Tina, There is no alternative, soit il n'y a pas d'alternative au marché. Il ne restait plus à Fukuyama qu'en administrer la démonstration, avec la fin de l'histoire. Les néoconservateurs garantissant que le système en était bien l'expression divine. La valorisation d'actifs spéculatifs créa donc une faille dans l'évaluation comptable de la réalité de la valeur des banques. On confondait la réalité de la valeur d'un bien avec la valeur évaluée par le modèle économique. Or, dans un système financiarisé et intermédié, la santé du secteur bancaire, essentielle pour le développement et la croissance, conditionne l'économie dite réelle. C'est donc dans la formation et le rôle des anticipations du marché, qui accompagnèrent les modifications législatives du système économique et l'évolution de la régulation bancaire que se trouve le cœur de cette crise. Il faut donc décrire cette mécanique qui n'explique pas la crise mais le cadre théorique dans lequel elle s'inscrit. L'origine de la crise, la structure de la titrisation. La compréhension de l'origine de la crise suppose que l'on analyse comment l'aléa moral a impacté la structure de la titrisation. En réalité, ce n'est pas le développement des marchés dérivés ni l'essor de la titrisation, encore moins les subprimes qui ont produit la crise mais bien la structure même de la titrisation générant l'aléa moral et une sanction alors impossible à imposer en cas de crise. L'économie a besoin d'argent pour fonctionner. Le développement de l'économie monde décrit par Brodel et Wallenstein nécessite la substitution de la monnaie scripturale à l'or et à l'argent. Au fur et à mesure que le système s'est complexifié, les banques ont joué ce rôle de garantie pour faciliter les échanges. Pour créer de la monnaie, les banques ont recours à un principe fondamental, les crédits font les dépôts. Car contrairement à l'opinion commune, le crédit consenti par une banque moderne n'est pas seulement adossé à de l'épargne, les dépôts font les crédits, mais il est le produit d'une création ex nihilo de la banque commerciale. Celle-ci décide d'accorder ou non un crédit à un client, créance qui sera remboursée plus tard avec un taux d'intérêt. D'où vient cette monnaie ? De nulle part, si ce n'est que son remboursement se fera dans le temps, grâce à une création de richesse de la part du créancier. Si le créancier ne crée pas de richesse équivalente, perte ou faillite, alors il y a augmentation de l'inflation. Il faut donc que les gains de la banque permettent de compenser ces pertes. Le taux d'intérêt, c'est-à-dire le loyer de l'argent, est donc le prix légitime du risque que la banque fait payer à son créancier. Dès lors, les banques commerciales sont maîtrisées dans leur création continue de monnaie par l'augmentation des taux d'intérêt. En cas de défaillance, les banques centrales peuvent intervenir.
Mais aux USA, l'accélération de prêts hypothécaires spécifiques dits subprime à partir de 2005 modifia l'équilibre originel qui présidait à la création monétaire. Le processus de l'arbitrage comptable peut se résumer de la manière suivante. La banque offre un crédit subprime et crédite le compte de l'emprunteur. La banque vend son portefeuille à une structure ad hoc appelée SPV, Special Purpose Vehicle. La banque rachète son portefeuille sous une forme titrisée. Dès lors, la valeur de ces produits titrisés, des crédits transformés en ABS puis en CDS, dépend de la juste valeur que le marché leur confère. Ces produits titrisés sont évalués par des agences de notation. Mais ces crédits étant mélangés, leur valeur dépend de 3 paramètres: probabilité de défaut de chaque émetteur, corrélation entre les événements de défaut et taux de recouvrement en cas de défaut, que plus personne ne peut réellement évaluer. Le risque n'est donc plus assumé par personne, puisqu'il a été déplacé sur la vitesse de circulation des titres sur le marché. Mais l'incertitude quant à l'évaluation réelle du risque du titre devient une incitation à l'aléa moral. Le système se clôt sur lui-même car plus personne ne peut savoir quel est le seuil, au-delà duquel la couverture se meut en spéculation. C'est comme cela que le volume des dérivés d'actifs a littéralement explosé. Ces ABS ont été découpés en tranches par niveau de risque, les CDS, Credit Default Swap. Des banques régionales vendaient des crédits à risque que les banques regroupaient en poules de 1000 à 2000 lots de crédits. La chaîne d'indépendance complexe s'est structurée sur une évaluation du risque de crédit basée sur un modèle statistique, Value at Risk ou VAR. Le mécano financier consistait à échanger le risque d'un défaut de crédit contre le risque d'un autre défaut de crédit. La gestion rationnelle du profil de risque a dissocié l'acte d'octroyer un crédit et celui de sa responsabilité. Dès lors, la finance de long terme à la base de l'innovation et du pari sur la création de richesses a été détruite par une finance à court terme qui n'avait plus besoin pour croître que de l'illusion de la création de richesses. Entre-temps, on est passé d'une phase d'investissement basée sur une analyse probabiliste, l'incertitude est mathématisée et réduite à la loi des grands nombres, à une phase d'euphorie avant un mouvement général de fuite en avant. Les bulles mimétiques ont alors explosé. La mise en œuvre d'un marché autorégulé à l'échelle mondiale conduit donc à un état de l'économie monde, dans lequel l'ingénierie financière est devenue une technique bancaire de sortie involontaire du capitalisme. La prise de risque n'est plus assumée par personne, puisqu'elle est reportée sur la vitesse de circulation des titres par des algorithmes à perception infrahumaine, sauf en état de crise où les États transforment une dette bancaire privée en dette souveraine. Dès lors, le taux d'intérêt auquel les banques prêtent doit être faible mais éternel, car ce n'est plus la création de richesse qui permet de rembourser la prise de risque du prêteur, mais c'est le taux d'intérêt sur un volume de crédit qui ne pourra jamais être remboursé qui interdit la faillite. Le système devient celui d'une dette infinie qui nous enferme dans la cage de fer décrite par Weber il y a plus d'un siècle. La mécanique de la crise, le contournement de l'aléa moral. Ces titres ont été sortis, en 2008, de la compatibilité des banques, ce qui explique qu'à l'heure de la présentation des comptes, ces dernières choisirent l'étalement sur 4 trimestres de l'annonce de leurs pertes, piégées par leur structure hors bilan. La dissémination de ces actifs sous-jacents a donc rendu possible l'effacement du lien entre crédit et risque. L'effet pervers, c'est donc l'optimisation d'un arbitrage prudentiel qui s'est retourné contre lui-même. Lorsqu'on accorde un crédit en transférant le risque à un autre, on recherche une valorisation fondée sur la distance que l'on prend face au risque de défaut ou de défaillance. Le volume prime sur la qualité. La multiplication des sous-jacents a conduit les banques à afficher la valeur des CDS et des CDO cotés et non la réalité de leur valeur. Le principe qui la légitimait était l'autorégulation du marché. La désintermédiation a produit une forte croissance avant de provoquer la mort de la transmissibilité des créances en raison du manque de liquidité. Lorsque celle-ci s'effondre, le marché s'arrête. Dans cette situation, les banques ne peuvent pas rembourser en même temps tous les dépôts de leurs clients puisqu'elles les font circuler. Dès lors, le mode d'investissement devient un pouce au crime. La crise de solvabilité se mue en crise de confiance et déflagration du processus interbancaire. En effet,
N'importe quel système explose si on est dans la situation d'un bilan général où tous les créanciers doivent rembourser et tous les détenteurs d'actifs réaliser leurs bénéfices. Mais ici la situation s'inverse. Les banques qui garantissent l'accès à la liquidité dans le système la détruisent à l'intérieur du marché financier. Ce n'est donc pas la prophétie auto-réalisée de l'effondrement déclenchée par une perte de confiance qui est dangereuse comme dans n'importe quel système. C'est la coïncidence entre le rôle des banques et leur position d'acteurs de marché qui devient incompatible dans le cas de l'autorégulation du marché. Or, dans un système où ce n'est pas seulement la finance mais aussi la dette qui structure l'économie, le facteur humain redevient visible. Panurge prend peur. On appelle moment Minsky le point d'inflexion où les investisseurs surendettés sont contraints de vendre en masse leurs actifs pour faire face à leurs besoins de liquidité, déclenchant une spirale de baisse auto-entretenue du prix de ces actifs et un assèchement de celle-ci. C'est alors que les banques tentent de monétiser leurs actifs dans un environnement macroéconomique, devenu indéchiffrable. L'irrationalité exubérante, dénoncée par Greenspan dans le rôle du pompier pyromane, devient la réalité psychologique qui perce le blindage mental des élites économiques. Le Libor, le taux au jour le jour auquel les banques se prêtent de l'argent, ne cesse alors d'augmenter. La crise joue à plein, crise duale du change et du crédit. Dans la mécanique à l'œuvre, la manipulation du taux du Libor par les banques n'est pas un mécanisme spéculatif de plus mais le seul moyen d'empêcher le déclenchement de CDS et la destruction du mécano financier de création artificielle de monnaie qui devient ainsi, à ce moment précis, illégitime. Dès lors la question n'est plus celle de la stabilisation des prix, des effets de levier dans la croissance mais bien de la solvabilité des contribuables occidentaux et des consommateurs, en particulier américains. La nature systémique de la crise, l'insolvabilité suspendue. C'est la structure de la titrisation qui, combinée au contournement de l'aléa moral, a produit la crise systémique ouverte par l'effondrement de la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008. La crise n'est donc pas une crise de liquidité, mais une crise de solvabilité dont l'intensité est accrue à raison d'un processus de développement infini des richesses sur fond de ressources limitées. La mécanique à l'œuvre est simple et redoutable. Le système technologique a permis de reporter le risque non sur un acteur, banque, entreprise, ménage, mais sur la vitesse de circulation des titres à l'intérieur de systèmes. En effet, depuis 20 ans les bénéfices de la Chine et des narcotrafiquants se sont épaulés pour subventionner la consommation des classes moyennes américaines à hauteur de 800 millions de dollars de plus par an que ce que produit réellement l'économie américaine. Le choix fait par la Fed, à l'époque de la présidence Greenspan, de diminution des taux d'intérêt jusqu'à 1% après le choc des attentats terroristes du 11 septembre, et la montée en puissance des fonds souverains se sont conjugués pour permettre un accès au crédit qui a boosté l'économie de l'immobilier. Désormais la contradiction majeure à laquelle Bernanke, Yellen et Powell ont dû successivement faire face est celle d'une lutte contre la récession par une politique de taux d'intérêt faible pour renforcer l'économie réelle, et d'une politique de taux d'intérêt fort pour soutenir la confiance dans le dollar qui conditionne la reconduite des achats en bons du Trésor qui financent la croissance. Car comme on l'a compris, il ne s'agit pas d'une bulle financière liée au crédit immobilier mais d'une crise du crédit soit les CDO et CDS, c'est-à-dire de titres adossés à des crédits à risque hypothécaire. Le jeu de mistigris des paquets financiers que les banques se sont revendus les unes aux autres par segmentation et rationalisation des risques couverts par des agences de notation qu'elles payaient elles-mêmes, a déséquilibré le processus de création de richesses par anticipation de leur production, conduisant à une crise de confiance génératrice d'incertitude. Lorsque le crédit bancaire, qui est le produit de la logique, les dépôts font les crédits, finance l'économie réelle, c'est la valorisation des actifs des banques qui sert de base à la capacité globale de financement de l'économie. D'autant que la valeur de marché ne peut être assimilée à la liquidité. En fait, la valeur de marché des actifs d'une banque peut couvrir les pertes d'une banque sans que celle-ci puisse les honorer si elle n'a pas correctement géré sa liquidité. Si cette évaluation est déficiente, le système est alors en péril car en cas de faiblesse des marchés financiers, ce n'est plus une crise de liquidité qui apparaît et que l'on peut stopper en rétablissant la confiance par une intervention des banques centrales, mais une crise de solvabilité qui n'est plus maîtrisable. La raison en est simple.
La structure de la titrisation a permis la diffusion d'un volume de crédit qui s'est émancipé de l'espérance de vie individuelle pour simultanément accroître le taux d'usure, de 5 à 15%, et écraser le temps de vie humain qui le conditionnait déjà au temps de la crématistique d'Aristote. Contagion de la peur et dissémination des actifs, forment un système de poupée gigogne cauchemardesque. La déflagration pourrait être maîtrisée par des politiques publiques et une gestion des taux d'intérêt si la situation n'était pas celle d'une crise de solvabilité. Les moyens de paiement sont plus faibles que la dette. Dans un système bancaire fractionnaire, les taux d'intérêt n'ont pas d'équivalent monétaire physique. La combinaison entre le système de réserve fractionnaire des banques et la déréglementation par la titrisation a ainsi détruit le cœur nucléaire du système financier occidental. Les taux d'intérêt sur une monnaie artificiellement créée sans richesse équivalente redeviennent visibles et produisent un effet corrosif sur le pilier de l'économie, la confiance. Dès lors, quelle que soit la nature et l'évolution des phases, crise énergétique, crise des subprimes, crise bancaire, sauvetage du capitalisme financier britannique par la nationalisation de Northern Rock, crise des liquidités, effondrement d'une grande banque nationale comme Lehman Brothers, déclaration de faillite des États américains et dépôt de bilan des services publics, faillite en cascade ou tout autre signe noir, le problème devient celui de la gestion politique de L'. Encaissement social de la baisse du niveau de vie et de son acceptabilité sociale, risque de manifestation, baisse du pouvoir d'achat, tension sur les salaires, la situation devient critique et instable. La décision de ne plus publier l'état de la masse M3 aux USA, de ne plus garantir la certification de la comptabilité administrative, comme de laisser le dollar à la baisse pour favoriser les exportations sont les signes d'un éclatement possible des fondations symboliques, économiques et financières qui garantissaient l'ordre du monde depuis 1945. L'échec du premier plan de relance de l'administration Bush n'étant que la traduction, et non la cause de l'enclenchement du mécanisme de désarticulation du trinôme dette-taux d'intérêt croissance. Dans les années 70, des théoriciens et des financiers ont donc considéré que le capitalisme industriel classique était dépassé, et qu'il fallait trouver un moyen de favoriser la prise de risque pour augmenter les profits. Ils ont mis au point dans la décennie 90 un système qui permettait aux PDG, dans des sociétés d'actionnaires, de prendre des risques sans avoir à assumer une éviction en cas de perte importante. C'est l'origine des Golden Parachutes, des retraites chapeaux et des stocks options. Au sein de ces sociétés d'actionnaires favorisant la rentabilité à court terme sur la valorisation et l'investissement de long terme, la confusion entre présidence du conseil d'administration et direction opérationnelle des entreprises a détruit le capitalisme classique et sa légitimité. Assumer la prise de risque lorsque l'on gagne ou lorsque l'on perd. Puis s'est organisée la mise en œuvre de crédits insolvables sur de gros volumes. En les titrisant, c'est-à-dire en neutralisant les risques pour elles-mêmes, les banques, tout en se les revendant entre elles dans un système aveugle, selon le principe « face je gagne, pile tu perds », ont créé une boucle destructrice entre crédit et spéculation. Elles ont transféré des créances à des investisseurs. Summum de l'intelligence économique, la titrisation de la titrisation rendait possible des bénéfices déconnectés de l'anticipation rationnelle de l'activité économique réelle. L'objectif est alors devenu celui d'un return on equity de 15%. C'est l'illusion selon laquelle la création de la valeur s'identifie à la maximisation de la rentabilité du capital. Dans le même temps, la BCE et la Fed perdaient une partie de leur capacité à intervenir sur le marché, en régulant les taux d'intérêt puisque 80% de la création de monnaie se faisait en Asie et au Moyen-Orient. À ce stade de l'impact, la question de l'inflexion de la crise systémique est quasiment invalidée puisque les fonds souverains ont déclaré que les sommes qu'ils pourraient injecter dans l'économie seraient très insuffisantes pour endiguer la spirale, et que les interventions de la Fed par la baisse des taux directeurs ont un impact négatif sur les marchés. Il reste à évoquer la possibilité d'une résorption de la crise par une stratégie de prédation entre grandes banques. La Fed a imposé le rachat par JP Morgan de Bear Stearns pour moins de 7%. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.